Mon nom est Céline Cerny, je travaille donc pour la Fondation Bibliomédia à Lausanne. Je suis médiatrice culturelle, comme l'a dit Anne Pitlou, merci. Et ce que je voulais commencer par dire, c'était de vous remercier pour votre accueil. C'est toujours une expérience enrichissante pour les bibliothèques et les gens qui travaillent dans les bibliothèques de faire du hors les murs. Donc aujourd'hui, moi je fais du hors les murs, je suis loin de chez moi, ici à Genève. Et puis là, on a tout plein d'autres choses qui n'ont rien à voir, mais c'est pas grave, parce qu'au fond, il suffit que vous m'écoutiez. Mais je commence quand même, parce que la Fondation Bibliomédia, probablement que vous la connaissez. Je ne me rends pas compte, mais j'imagine que la plupart des gens ont eu l'occasion de travailler avec Bibliomédia. Vous savez que c'est une fondation nationale dont la mission principale est le soutien aux bibliothèques, justement, et la promotion de la lecture avec des projets nationaux d'envergure nationale comme le projet Né pour lire ou la Nuit du Conte, que tout le monde connaît, surtout ici. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Bibliomédia est une toute vieille fondation, c'est une toute vieille dame qui fêtera en 2020 ses 100 ans. Mais c'est une toute vieille dame qui essaye d'être toujours tournée vers l'avenir. Et c'est de ça dont on va parler aussi aujourd'hui. Donc soutien aux bibliothèques, vous le savez, avec différents prêts de livres, de différents médias pour les bibliothèques, pour les écoles, pour les institutions, et ça depuis pratiquement 100 ans. Mais aussi d'autres prestations. Et dans cette idée d'être tournée vers l'avenir et en lien, par exemple, avec la révolution numérique, il y a la plateforme e-Bibliomédia, qui permet aux bibliothèques de proposer, aux bibliothèques en Suisse romande, de proposer des ressources numériques aux lecteurs et lectrices. Moi, je continue, hein, ça vous va, on fait sans images. Ouais, je sais, c'est pas grave. On continue. Donc, toujours dans cette idée de se tourner vers l'avenir et de répondre aux besoins des bibliothèques, a été créé en 2015 le laboratoire des bibliothèques dont vous avez peut-être entendu parler, certaines personnes en tout cas, c'est sûr, qui est un service de soutien, on pourrait le décrire comme un service de soutien à la médiation culturelle pour les bibliothèques romandes. Ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de la Fondation Bibliomédia et de ses activités, c'est qu'elle doit faire face à une diversité au niveau des bibliothèques qui est très grande. Donc d'une part, elle doit être en phase avec la mutation que vivent les bibliothèques, dont on a parlé, que tout le monde connaît. Ce besoin aujourd'hui de ne plus être centré sur les collections, mais d'aller vers les publics, la révolution numérique, etc. Donc elle doit faire face à ça. Elle ne peut pas proposer ad aeternam les mêmes services, elle doit être en phase avec les besoins et les attentes des bibliothèques, mais elle doit aussi faire face à cette diversité au niveau des bibliothèques elles-mêmes. On doit pouvoir s'adresser autant à une petite bibliothèque de village, je sais pas moi, à Fin-en-Haut, en Valais, où Bibliomédia a aidé à la création d'une bibliothèque, mais elle doit aussi pouvoir répondre aux bibliothèques de Genève, par exemple, à la Chaux-de-Fonds, à Sierre, à Nyon, etc. Je vois des gens qui rient, mais il ne se passe rien de dingue ou bien derrière. Non, parce que moi, je ne vois pas. Hein. C'est pas grave, je continue. Donc, il faut pouvoir faire face aussi à cette diversité. Et quand on a créé le laboratoire des bibliothèques, qui est au fond un service de prestation immatérielle, hein, on est passé des prestations strictement matérielles à quelque chose d'immatériel, il faut aussi faire face à cette diversité. Les besoins d'une toute petite bibliothèque de village ne sont pas forcément les mêmes qu'une grande bibliothèque. Comment trouver des outils communs, comment faire se rencontrer les personnes qui travaillent dans ces bibliothèques, comment les former ensemble. Donc, vous l'avez compris, le laboratoire des bibliothèques, au fond, c'est une sorte de plateforme expérimentale qui souhaite se développer en phase avec les besoins, les attentes des bibliothèques pour tout ce qui concerne l'accueil des publics et la médiation culturelle. Donc moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai les slides là, donc je vois je sais où j'en suis moi. Donc je peux vous dire après, hop. Donc c'est dommage parce que normalement il y a une super image avec un petit chien là. Je suis un peu déçue mais bon, c'est vrai en plus. Hein. Je vous la montre, hein. Vous êtes hyper loin, mais voilà. Ok.
Donc un espace d'expérimentation, le laboratoire des bibliothèques, au service des bibliothèques. Donc, par exemple, ce qu'on fait, ce ne sera pas possible de vous dire tout ce qu'on fait, hein, donc je choisis certains éléments. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée, qu'on expérimente des actions qui peuvent ensuite être reprises ou adaptées par d'autres lieux de lecture publique. On va sur le terrain, on fait une expérience sur les murs, l'atelier de traduction poétique avec des personnes migrantes que j'ai souhaité vous présenter tout à l'heure, c'est vraiment une de nos actions qu'on a expérimentée de manière pilote. J'ai trouvé une petite clé USB. Voilà. On souhaite favoriser les échanges de pratiques entre les professionnels, je l'ai dit. En fait, il y a peu de moments, alors aujourd'hui c'est une journée comme celle-ci, mais il y a assez peu de moments, et je parle de toute la Suisse romande parce que le laboratoire des bibliothèques c'est pour toute la Suisse romande, où les bibliothécaires ou les médiateurs, médiatrices culturelles peuvent se retrouver pour échanger autour de leurs pratiques. On essaye aussi d'être un lieu à Lausanne où c'est possible de le faire de temps en temps à l'occasion d'un atelier, d'une journée de formation. On essaye d'accompagner le développement de la médiation culturelle en bibliothèque avec un service de conseil qui est encore balbutiant mais qui pourrait se développer. Et puis, on essaye aussi d'avoir des outils de réflexion et d'animation qui sont un peu plus clés en main et que j'aurais voulu vous montrer, puisqu'ils sont à disposition sur notre site, j'aurais voulu vous montrer exactement où ils étaient pour que vous puissiez éventuellement les retrouver. Mais vous savez aussi que tout ce que je suis en train de présenter, c'est sur notre site internet, hein, donc vous pouvez toujours vous y retrouver. On a aussi à Bibliomédia, peut-être il y a quand même pas mal de gens qui connaissent notre bibliocentre à Lausanne, on a la chance d'être locataire d'une très belle maison et du coup on essaye aussi d'avoir une programmation culturelle un peu particulière mais qui s'inscrit dans le paysage culturel de Lausanne et d'ouvrir la maison aux différents publics. Comme on n'est pas une bibliothèque publique, pour les gens c'est un peu particulier de venir à Bibliomédia, mais une partie de nos actions c'est aussi ça. Ateliers créatifs, tables rondes, expositions, accueil d'artistes et actions hors les murs. Donc une programmation comme on en trouve dans les bibliothèques publiques. Et puis évidemment, le labo se doit d'être toujours... Je prends juste ma feuille. Parce qu'il y a des trucs que je ne sais plus par cœur, donc il faut que je regarde. Voilà, oui. Le labo se doit d'être toujours un espace de réflexion autour de l'accueil des publics. Alors ça a été déjà dit tout à fait clairement tout à l'heure. Accès aux livres et aux productions culturelles pour toutes et tous. Pour nous, c'est important d'avoir toujours ça à l'esprit et de toujours... ouais, il se chamaille un peu. Écoutez pas. L'accueil des publics, l'accessibilité aux livres, à la littérature, mais aussi aux productions culturelles. Pour nous, c'est très important aussi. Hein. Je pense que le livre est au fond peut-être le premier objet culturel que l'on peut mettre entre les mains de toutes et tous et qui peut ensuite ouvrir la porte pour les autres productions culturelles, la peinture, la danse, le théâtre, etc. C'est pour ça que les bibliothèques doivent être au centre aussi. Hein. Donc, pour faire ça, pour réfléchir à cette accessibilité, eh bien, on essaye aussi de créer des partenariats avec le laboratoire des bibliothèques, des partenariats avec des acteurs, actrices dans le monde social, pédagogique, culturel. Et l'atelier que je vais présenter en est un exemple. Quand on dit qu'on est un espace de réflexion, il me paraît aussi important d'être un espace de réflexion peut-être plus politique, parce qu'au fond, on n'arrête pas de parler de médiation. La médiation est dans toutes les bouches. On parle de participation culturelle, c'était le message de la Confédération, etc. Donc c'est vraiment au cœur de beaucoup de discussions. Et puis on n'arrête pas de présenter des projets incroyables qui sont faits avec 3 bouts de ficelle, et c'est quand même dingue l'engagement des gens, et c'est quand même fou tout ce qu'on arrive à faire avec pas grand-chose. Mais moi, quand je travaille dans le cadre du laboratoire, eh bien, je me rends compte que pour beaucoup de bibliothèques et de bibliothécaires, cette course à la médiation, qui se résume souvent à l'organisation d'événements plus ou moins spectaculaires, eh bien, c'est extrêmement chronophage et extrêmement fatigant. Et j'ai l'impression aussi
qu'on peut faire tout ce qu'on veut, que ce soit le laboratoire ou un investissement personnel extrêmement conséquent de la part des personnes, en temps, en énergie, s'il n'y a pas de poste de médiateur, médiatrice, s'il n'y a pas vraiment dans des cahiers des charges des pourcentages uniquement réservés à la médiation, à la gestion de projet, à la coordination, eh bien, ça ne va pas trop marcher. Alors, je sais que Genève, on le sait, enfin moi je le sais, j'ai énormément d'admiration pour tout ce que font les bibliothèques publiques et les musées en termes de médiation. Pour nous, c'est très impressionnant de l'extérieur, nous qui sommes en province, n'est-ce pas ? Donc la richesse, c'est riche, c'est innovant, c'est intelligent, c'est créatif. Donc ça, pour moi, c'est une chose qui va de soi. Et il y a bien sûr certains lieux, certaines bibliothèques, je pense à Vevey, je pense à Yverdon, qui font des choses incroyables. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo qui a été publiée sur Swisslib de Mylène Badou et de son équipe à propos de la littérature jeunesse. Donc ces choses-là se font. Mais il y a aussi beaucoup d'endroits où les personnes que je rencontre ne sont pas outillées, ne sont pas armées, n'ont pas de formation, n'ont pas assez de temps pour faire de la médiation. Ça ne sert à rien de leur expliquer qu'elles peuvent faire des super projets. Je pense qu'il faut avoir une réflexion. C'est top, hein ? Il faut avoir une réflexion à ce propos aussi, et le laboratoire là aussi. On est bien consciente de ces difficultés-là. Du coup, mon temps de parole est en train de partir dans tous les sens parce que j'ai plus aucun repère. Et puis surtout, là, c'est un peu plus embêtant de ne pas avoir les dias, mais je vais me débrouiller quand même. Je vais me débrouiller sans. Est-ce que vous suivez ? Dingue, le chien, je vous avais dit. Je suis désolée. Donc déjà, ça allait être compliqué parce que j'allais devoir zapper entre le PowerPoint et le site internet. Là, je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, ça, c'est ce qu'on vient de voir. Ça vous fait un petit rappel. Et cette chienne est vraiment avec nous à Bibliomédia, mais maintenant, elle est devenue immense. Donc le site de Bibliomédia, je vous le montre. Voilà, pour les bibliothèques. Et quand vous allez juste là, sous les bibliothèques, vous avez ici le laboratoire des bibliothèques. Je vous le montre parce que comme ça, si vous avez besoin de chercher quelque chose, c'est facile. Et vous avez les projets du labo. Alors, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas de sens de vous présenter toutes les actions qu'on a pu faire et ce qu'on est en train de faire, etc. Donc, je choisis un peu les orientations. Une des orientations, c'est, comme je l'ai dit, de créer des projets pilotes, enfin de faire des expériences, et puis ensuite d'offrir aux bibliothèques une documentation autour de cette expérience, un rapport de travail qui est un tout petit peu théorique, mais peu, c'est vraiment plutôt une expérience de terrain. Vous en avez ici plusieurs. Projet pilote, là c'était une animation avec des enfants en situation de handicap. En 2018, il y a juste une année, on avait organisé une journée de la médiation culturelle pour les bibliothèques en Suisse romande. L'accent a été mis sur des projets participatifs qui font le lien entre le champ social et le champ culturel. Et donc vous avez ici les actes de toute cette journée, si ça vous intéresse. Notre expérience de bibliothèque des rues, par exemple. Et puis voilà. Ah oui, voilà, c'est celui-ci. Quand les mots voyagent, c'est l'expérience d'atelier dont je vais parler tout à l'heure. Je pense qu'il faut que je fasse comme ça. Hein. Ok, je vais faire comme ça. On a aussi dans le laboratoire des bibliothèques les fiches du labo qui sont ici. Voilà. Donc on s'est rendu compte que pour certaines bibliothèques, des bibliothèques plus petites qui avaient peu de temps à leur disposition, c'était très utile d'avoir aussi des outils d'animation clés en main. Les fiches du labo en font partie. Ce sont des fiches... Je vous en montre une. Celle-ci, bon, voilà. Voilà. Donc, ça n'a pas marché apparemment. Hein.
Bref, les fiches du labo, c'est un principe très simple, c'est une fiche d'animation à propos d'un atelier de création de livres, dans son sens le plus large, hein, tout ce qui peut être autour de la création littéraire avec les images, mais aussi de l'objet livre, tous des ateliers qui ont été expérimentés à Bibliomédia, entre nos murs, et qui ont été créés à cette occasion, par des intervenants et des intervenantes artistiques. Et puis, voilà, en voilà une, super. Et ces fiches, simplement, permettent aux bibliothèques... voilà, ça ne marche plus. On vous envoyer un petit bout. Ces fiches permettent simplement aux bibliothèques intéressées de programmer en fait cet atelier, de me contacter, de contacter l'intervenante, en sachant que l'atelier a été déjà expérimenté et que nous, on estime que c'est un bon atelier. Les ateliers tels qu'on les organise à Bibliomédia, c'est un peu particulier. Certains sont en inscription libre pour les enfants, pas seulement, mais presque toujours pour la jeunesse. Et certains sont ce qu'on appelle des ateliers suspendus, sur le principe des cafés suspendus ou des livres suspendus que vous connaissez sans doute. L'idée, c'est simplement de réserver ces ateliers où parfois la moitié de l'atelier, enfin la moitié des places, à des enfants de centres de loisirs, de centres de quartier qui n'auraient pas forcément l'occasion de participer à ce genre d'atelier. Leurs parents ne les inscriraient pas forcément. Donc on essaye justement de cette manière-là d'accueillir d'autres publics, même dans le cadre de cette expérience pilote. Un petit exemple de nos supports de com, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ressemblent nos activités publiques. Et puis le programme culturel. Alors là, je vais laisser tomber les liens, je vais juste le présenter comme ça. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait un programme culturel parce qu'un des souhaits, c'était aussi d'ouvrir cette grande maison et de proposer des activités, mais c'est toujours un programme qui est aussi transversal. Donc là aussi, si vous allez sur les archives dans notre site, vous les trouverez, ces programmes. Un exemple, Poésie Exil en 2008. On a eu envie, dans le cadre du Printemps de la Poésie, de proposer une programmation autour de cette question. Au fond, quelle place pour les mots, pour la poésie, quand on est en situation d'exil, quand on arrive dans un nouveau pays, une nouvelle ville, et que l'on est dépossédé de sa propre langue, souvent. Donc pour ça, on a invité des artistes, j'en parlerai tout à l'heure avec l'atelier de création, de traduction poétique, pardon. Mais évidemment, pour nous, c'était important aussi d'apporter quelque chose aux bibliothécaires, aux médiatrices, aux médiateurs. Donc, quand on fait une programmation culturelle, on essaye toujours qu'il y ait un jour, un événement, 2 événements, qui soient au fond réservés pour les professionnels. Donc, dans ce cadre-là, on a présenté aux bibliothécaires qui étaient là des projets qui faisaient le lien entre le social, par exemple dans un hôpital, une prison, et le champ social et la poésie. À une autre occasion, par exemple, Mise en bûche en 2017, on avait fait une exposition des planches originales du fanzine La Bûche, que vous connaissez, je sais que certaines personnes connaissent, c'est un fanzine de BD non mixte femmes. Et on avait fait une grande exposition autour de ça, et à cette occasion, on avait invité 2 autrices, et on leur avait demandé quelle place, au fond, pour les femmes dans la BD en 2017. Et là, on avait invité des bibliothécaires, et parmi elles, des personnes qui faisaient les acquisitions des BD jeunesse, des BD adultes. Comment est-ce qu'on se positionne quand on fait les acquisitions et qu'on sait qu'une partie de la production dans les médias est toujours plus ou moins invisibilisée? Est-ce que ça influence, par exemple, notre politique d'acquisition ou pas? Poème en paysage, c'était aussi dans ce même esprit. Alors, il faut que je fasse comme ça. J'aimerais à présent présenter encore 2 projets. Donc on a dit, hein, le laboratoire, c'est un peu fouillis aussi parce que comme c'est un espace d'expérimentation relativement jeune, dont je suis seule à m'occuper jusqu'à maintenant, bah forcément on est un peu dans le tâtonnement et on essaye peu à peu de mieux répondre à ce qui peut être utile aux bibliothèques. C'est pour ça qu'on est parti dans différents projets aussi et qu'on a différents outils.
on a remarqué aussi que quand il y avait des journées de formation, évidemment c'est très intéressant, il y a des formations continues qui sont proposées aux bibliothécaires, les formations de la CLP, aujourd'hui Biblio Romandie, évidemment que vous connaissez, Biblio Suisse, etc., des choses plus internes. Il y en a énormément en réalité. Mais on a remarqué que pour beaucoup de bibliothécaires, une fois que la formation est finie, la mise en œuvre de ce qu'on a appris, c'est quand même assez difficile. Parce que tout à coup, il manque un accompagnement, il manque du temps. Donc on a essayé d'aller vers autre chose et on a proposé en 2019 un projet d'expérience numérique jeunesse en bibliothèque publique. Et on a proposé à 6 bibliothèques pilotes en Suisse romande de participer à ce projet. Et le principe est très simple. Elles reçoivent une formation avec un organisme qui s'appelle la Souris Grise, formation aux ateliers tablettes et papier, donc des ateliers qui conjuguent les deux pour la jeunesse. Une formation, des fiches de médiation, donc un matériel plutôt clé en main, du matériel physique, des tablettes, et elles s'engagent pendant, ça va faire 1 an et demi, je pense que ce sera à peu près, on est en plein dedans maintenant, elles s'engagent à expérimenter dans leur lieu différents ateliers, à voir comment ça marche avec leur équipe, les résistances qu'elles peuvent rencontrer, comment c'est reçu par les publics, comment, enfin voilà, elles sont dans cette expérience-là, et ça c'est en cours en fait, donc c'est un projet qu'on fait pour la première fois. Et le dernier projet dont je voulais parler pour le laboratoire des bibliothèques, c'est un projet qui va commencer, je regarde juste ça, c'est un projet qui commence, c'est pas tout à fait vrai, disons, depuis 2018, avec le laboratoire des bibliothèques, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui concerne le facile à lire, donc certaines personnes sûrement connaissent, ça concerne strictement des ressources qui sont destinées à des adultes, donc ça c'est important, qui ont des très grandes difficultés de lecture. Donc ça veut dire des publics très divers. Ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des personnes illettrées, ça peut être des personnes migrantes nouvellement arrivées ou pas d'ailleurs, ça peut être des personnes très âgées, des personnes qui ont décroché avec la lecture, etc. Le principe du facile à lire, c'est de proposer des ressources de qualité pour les adultes qui ne soient pas simplistes, qui soient des vraies histoires ou des vrais documentaires, et certaines de ces ressources sont très 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 faciles à lire, avec un vocabulaire extrêmement simple, au présent, des grands paragraphes, etc. Ça paraît assez simple comme ça devient un petit peu plus compliqué quand on se rend compte que l'offre éditoriale actuellement n'est pas toujours adéquate et qu'il y aurait d'ailleurs toute une discussion à avoir à propos de ce manque en offre éditoriale. Mais nous, on s'inspire beaucoup de ce qu'a fait Françoise Sarnowski en Bretagne avec l'association Bibliopass. Et on essaye, au fond, depuis 2018, de travailler à la création d'un fonds facile à lire à Bibliomédia. Donc je vous rappelle que notre mission première c'est de prêter des livres aux bibliothèques donc évidemment que pour nous c'est important d'avoir des ressources à mettre à disposition. Et donc là à partir de janvier 2020 normalement, je touche du bois, on aura 1000 livres, pas 1000 titres, 1000 exemplaires de livres faciles à lire de différents niveaux pour des personnes avec des très très grandes difficultés de lecture et qui auront sans doute toujours besoin de livres faciles à lire, pour des personnes qui vont peut-être plutôt avoir un parcours vers une lecture plus facile et plus fluide. Et donc ces 1000 livres, ils seront à disposition des bibliothèques pour emprunter des collections, comme ça se fait à Bibliomédia. Pour nous, c'est important. On a remarqué que les bibliothèques publiques, de plus en plus, vont avoir besoin de collections et de fonds spécifiques. Vous savez qu'à Bibliomédia, du côté de Soleure, on est spécialiste depuis très longtemps dans le prêt de livres en langue étrangère. À Bibliomédia Lausanne, on a un grand fonds de livres en grand caractère, différents projets autour de ça. Et donc, le fonds facile à lire s'inscrit dans le développement de fonds spécifiques, justement, et c'est une des orientations de la Fondation.
Donc un fonds facile à lire, mais évidemment, nous, ce qu'on aimerait, c'est inciter les bibliothèques publiques à être plus inclusives, et puis juste mettre, évidemment, vous le savez, juste mettre des ressources faciles à lire, c'est pas suffisant, hein, évidemment. Il faut créer des partenariats et faire un travail de médiation, de projet de médiation assez profond pour que ces publics dont on vient de parler, qu'on voit pas forcément en bibliothèque, eh bien, elles puissent se sentir accueillies et trouver quelque chose qui leur correspond et dont elles ont besoin. Donc on va publier aussi en janvier un guide méthodologique autour du facile à lire et de la mise en place d'un espace, d'une collection et d'actions de médiation pour les bibliothèques publiques. Et on espère que d'autres mesures pourront également se développer dans ce sens l'année prochaine. Si vous êtes intéressé par le laboratoire des bibliothèques, nous avons une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner et il y a ici 2 références d'articles. Je ne sais pas si c'est prévu que les PowerPoint soient transmis, comme vous avez vu qu'un petit bout, peut-être comme ça vous aurez tout si on vous l'envoie. Donc 2 articles à propos du laboratoire et de ses activités. Et il y a une adresse du laboratoire aussi si vous voulez nous écrire. Et je terminerai cette première présentation du labo en disant que depuis peu je lis les travaux de Nicolas Bedon, que peut-être vous avez déjà... Oui, il enseigne à Genève en plus, m'a-t-il dit hier. Je trouve très intéressant sa manière qu'il a d'imaginer les espaces des bibliothèques au fond en lien avec les attentes et les besoins à la fois des professionnels et des publics, et il parle de diversifier et d'hybrider les collections. Et j'ai trouvé très parlant cette idée de réconcilier, c'est mon interprétation, mais de réconcilier au fond médiateurs, médiatrices et bibliothécaires en imaginant des manières de présenter les collections qui soient adaptées au fond à la fonction des différents espaces suivant ce qu'on y fait, mais où les collections évidemment ne sont pas écartées, mais qu'elles participent au fond à cet effort pour une plus grande accessibilité. Donc, normalement, je suis censée enchaîner directement avec l'atelier, mais on s'est dit que c'était peut-être plus sympa, puisqu'après on passe à autre chose, d'ouvrir le moment de discussion maintenant. Ça te va Ouais. Pour voir si vous aviez des réactions, des questions, des remarques, des critiques par rapport à ce que je viens de dire. Je trouve extraordinaire, effectivement, tout ce que propose Bibliomédia comme service aux bibliothèques, et puis cette dimension d'expérimentation où j'ai l'impression que rien n'est figé, tout est en cours, vraiment ce côté expérimental. Et puis, est-ce que vous êtes suffisamment, justement, connu auprès des bibliothèques? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes et pour quel service en particulier? Je sais aussi que vous donnez des offres de formation continue, et puis que c'est vrai qu'on demande beaucoup aux bibliothécaires aujourd'hui dans l'évolution de ce métier d'aller vers davantage de médiation sans forcément donner les moyens en termes de ressources, de temps et de formation justement. Et donc voilà, j'ai plein de questions en une, mais quels sont les services peut-être les plus demandés? Du laboratoire alors, il faut bien se souvenir que les formations continues sont hébergées physiquement dans la maison de Bibliomédia, mais que c'est un peu les mêmes gens, quoi. Donc, tu as raison, mais c'est quand même pas c'est pas les mêmes budgets, on va dire. Biblio Romandie et Bibliomédia, mais c'est vrai que c'est dans la maison, c'est un peu nous qui nous en occupons aussi, donc du coup, ça fait des liens. Les journées de formation, la journée autour du numérique jeunesse, la journée sur la médiation culturelle, ça a rencontré un très très grand succès et on s'est rendu compte que là il y avait vraiment des attentes en apport théorique aussi au fond. Alors on a fait des ateliers participatifs où on a demandé en amont aux bibliothécaires quelques mois avant de quoi est-ce que vous auriez envie de parler dans ces ateliers, puis on a créé des ateliers en groupe à partir des demandes, mais c'est vrai que là il y a beaucoup de demandes. Les fiches du labo, ça commence à être connu. Les bibliothèques qui les utilisent y reviennent. Donc ça peut être pour des petites bibliothèques, c'est un gain de temps. Alors c'est sûr, il faut payer l'intervenante, mais en même temps, les bibliothécaires, elles n'ont pas besoin de réinventer chaque fois des nouveaux ateliers. Elles peuvent se reposer sur quelqu'un d'autre, et ça commence à marcher.
Comme le labo est très jeune, il n'est pas encore très très connu. Il commence maintenant, je dirais, depuis quelques mois, à être un peu plus connu. Puis là, j'ai des demandes en fait. J'ai des gens qui m'appellent pour me demander des trucs. Et le fonds facile à lire, apparemment, on en a déjà un peu parlé. Ça a l'air d'intéresser pratiquement une dizaine de bibliothèques en Suisse romande. Il faudra voir qui a les moyens ensuite de faire un projet. Merci. Et puis justement, face à cette peut-être ce manque de moyens, de petites bibliothèques, etc., dans quelle mesure donc les fiches du labo, c'est une manière de répondre à cette demande, c'est une manière aussi de mutualiser des ressources et puis des expériences. Et puis, est-ce qu'il y aurait moyen de tisser davantage de partenariats aussi avec des acteurs du terrain? Enfin, est-ce que le partenariat et la mutualisation des ressources est une réponse aussi à un manque de temps peut-être aussi et de moyens? Alors ça, c'est sûr que c'est quelque chose dont on parle. Tu as raison, hein, c'est quelque chose dont on parle tout le temps, qui ressort tout le temps dans les ateliers. Comment, entre bibliothèques, par exemple, mutualiser les ressources et être plus en lien. Je pense que c'est le vœu de tout le monde. Après, concrètement, on a remarqué que les gens, malheureusement, hein, je vais le dire, hein, les gens demandent, mais ils ont de la peine à donner. C'est-à-dire que c'est pas pour garder leurs choses pour elles, mais parce que ça prend un tout petit peu de temps, justement, que de partager une action sur une plateforme et d'accepter que moi, je mets 10 minutes parce que après, voilà, c'est des choses qui sont... Voilà, j'ai pas d'explication, mais c'est encore assez difficile. D'où le fait d'organiser des moments où les gens sont physiquement présents ensemble, où là, ça part, c'est bon, là, il y a des vrais échanges. Pour le partenariat avec les acteurs, actrices du terrain, donc maisons de quartier, MS, que sais-je, hein, des associations, etc., à mon avis, il n'y a pas de médiation sans ça. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui est compliqué parce que beaucoup de personnes à qui on demande de faire de la médiation et des événements, parce qu'on est beaucoup dans l'événementiel, n'ont pas du tout l'habitude de construire des partenariats, n'ont pas été formés, ne sont pas outillés pour ça. Et du coup, ça ne marche pas très bien. Un partenariat, c'est tout un travail de longue haleine et c'est pas très spectaculaire et on n'en voit pas les résultats tout de suite. Ça aussi, les personnes qui décident et qui payent pour les bibliothèques, parfois, oublient que la médiation, ça se voit pas comme ça. Hein. Ça fonctionne par ricochet sur le long terme. On peut pas exiger des résultats immédiats, quoi, visibles, quantifiables. On peut essayer, mais et vraiment, je pense que là, tu mets l'accent sur quelque chose de vraiment important. Si vous avez une idée pour une formation ou quelque chose qui serait comment créer un partenariat et l'entretenir pour les bibliothécaires, je pense que là, il y aurait quelque chose. Mais encore une fois, si on ne leur donne pas le temps après de nourrir un partenariat, ça ne servira à rien. Et puis pour revenir à cette idée de partage des expériences, c'est vrai qu'il y a cette plateforme médiation culturelle clp.ch qui est dédiée à ça en fait, qui était faite pour ça. Ça n'a pas très bien marché. Dans l'idée d'un suivi et puis d'un... Bon, je sais, j'ai pas de réponse univoque. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas eu assez de suivi, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de communication, et peut-être qu'il n'y a pas encore assez de volonté de la part des bibliothèques justement d'aller vers ce partage. Dans le cadre du projet Facile à lire, où là on va vraiment essayer d'inciter et de soutenir les bibliothèques qui se lancent dans une expérience d'un espace facile à lire dans leur lieu. Là on tâtonne parce qu'on a peu de moyens, parce que je dis on, mais c'est juste moi pour l'instant, mais j'aurai bientôt quelqu'un qui m'aide. On a créé un groupe Facebook justement d'échange et on espère que les bibliothèques qui vont entrer dans une démarche facile à lire vont utiliser vraiment ce groupe pour échanger leur expérience, leurs trucs, leurs difficultés. On espère. Enfin, c'est quelque chose qu'on aimerait faire naître, mais j'ai pas de formule magique. Et là, justement, pour attirer les personnes qui ont des difficultés à lire, donc qui a priori viennent pas facilement en bibliothèque, donc là, des partenariats sont essentiels avec des acteurs sociaux du terrain, en fait. Donc c'est ça aussi que vous proposez comme accompagnement avec les bibliothèques intéressées à accueillir ce fonds. Enfin... Disons qu'on essaye de leur dire faites des partenariats, essayez de les faire comme ci, comme ça. Mais après, le partenariat, il fonctionne surtout très bien quand c'est un partenariat de grande proximité.
Et ça fonctionne par le bas. Hein. C'est beaucoup plus facile et ça risque d'être beaucoup plus enrichissant si on veut collaborer par exemple avec un EMS, d'aller voir les animateurs, animatrices, que d'aller voir la direction de l'EMS. Il faut d'abord aller faire des contacts avec les gens du terrain et une fois que ces contacts sont là et qu'on a des valeurs et des projets communs et des idées et qu'on commence à se connaître et que les animateurs et animatrices nous permettent de mieux comprendre quelles peuvent être les attentes des publics, encore mieux si on rencontre les publics, évidemment, et si on leur demande à eux et à elles de quoi elles auraient besoin, mais il faut passer la porte. Il faut sortir de la bibliothèque déjà, et puis il faut passer la porte. Là, ça va marcher. Mais moi, des fois, on me dit « Ah, j'ai contacté telle assoce romande, telle assoce suisse, puis j'ai pas eu de réponse. » Oui, parce qu'il faut commencer par... Puis ce partenariat de proximité, suivant où, nous, on peut rien faire. Il faut que ça vienne du lieu et que le lieu ait les moyens de le créer. Et c'est sûr que si on veut travailler avec des personnes malentendantes, des personnes en situation de handicap cognitif ou que sais-je, à moins de connaître tous les êtres humains et tous leurs problèmes, on est obligé d'aller soit vers ces personnes, soit vers les personnes qui travaillent avec elles. Sinon, on va se planter, on va faire des choses inadaptées. On va les accueillir pas comme il faut et il n'y aura pas la bonne place de parc parce qu'on a oublié qu'en fait, il y a des chaises roulantes. Enfin, voilà, c'est un peu bête, mais on a besoin de ça. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions à ce stade ? Oui. Pierre Boyat, bibliothèque au Conservatoire des Jardins Botaniques. En fait, je voulais savoir si Bibliomédia avait une expérience de partenariat avec une bibliothèque plus scientifique, moins bibliothèque lecteur public. Parce que je sais que Bibliomédia d'abord s'adresse aux bibliothèques de lecteurs publics. Nous-mêmes, nous développons des projets de médiation. Et je voulais savoir si vous avez une première expérience ou des expériences avec des bibliothèques de musées, bibliothèques académiques, universitaires, s'il vous plaît. J'essaie de rien oublier. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui est de l'ordre de la médiation scientifique. Et c'est quelque chose que je connais mal et que j'ai hâte de découvrir, j'espère. Je pense que pour l'instant, non, parce que c'est vrai que ces bibliothèques-là ne sont pas clientes de Bibliomédia pour ce qui est des ressources et des livres, puisqu'évidemment ce sont des bibliothèques spécialisées et que nous, on a plutôt des ressources... alors on a nos fonds spécifiques, mais disons historiquement, on a plutôt des ressources grand public, quoi, au niveau des collections, je parle. Donc jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a pratiquement jamais eu de bibliothèque cliente de Bibliomédia dans ce genre de domaine. En revanche, dans le cadre du labo, où là c'est beaucoup plus ouvert, ce serait tout à fait imaginable d'avoir des partenariats ou d'avoir des projets communs ou des échanges. Je sais qu'il y a des bibliothèques de ce type-là qui ont participé à des journées de formation ou des actions du labo par contre, mais pas forcément plus loin que ça. Donc plutôt non. Quelqu'un d'autre ? Moi, je me demandais aussi, je trouve intéressant par rapport à... il y a ce projet, par exemple, Facile à lire, qui est un projet de médiation, mais qui est dans la durée, de longue haleine. Justement, ça demande de tisser des partenariats, d'en prendre soin, ça prend du temps. Mais c'est des choses ensuite assez solides qui peuvent vraiment ouvrir à de nouveaux publics. Et puis, il y a une différence entre ce genre d'action de médiation culturelle et des événements dont tu parlais, justement, avec ce côté plus spectaculaire, plus visible, plus chronophage aussi. Et puis, en termes d'efficacité, justement, de médiation, j'ai l'impression que d'un côté, on est dans le long terme, et de l'autre côté, dans une action visible, mais qui va toucher a priori que des gens déjà intéressés. C'est un peu mon sentiment. Quelle est la différence que tu fais entre les deux rythmes, en fait ? Bon, ça, c'est super dur comme question. Mais je pense que tu as bien compris. C'est sûr que moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'événements. C'est super de faire des événements. Et si on essaye qu'ils soient un peu transversaux et qu'en même temps, il y ait quelque chose de très grand public qui, au fond, touche le public habituel de la bibliothèque, et c'est très bien, c'est super, c'est chouette d'avoir un pendant
peut-être soit, comme je dis, atelier suspendu ou quelque chose où on a, par exemple, un partenariat, je ne sais pas, avec une association de personnes sourdes et puis on fait quelque chose pour elles, etc. Je trouve que c'est bien que l'événementiel, que ce qui sous-tend la programmation événementielle soit toujours une réflexion autour de l'accessibilité. Au fond, c'est quel public que j'ai envie de toucher, puis pourquoi je fais cette action. C'est pour ça que moi, je défends plutôt la formation, actuellement, la formation en médiation culturelle qui se donne à Lausanne à l'ESSP, qui a ses défauts et ses qualités. Mais je trouve que c'est très important parce que, et il faudrait qu'il y ait plein de formations comme ça, parce qu'au fond, ça nous permet, ça donne aux personnes qui sont en charge de la médiation des outils pour répondre à cette question. Mais pourquoi ces personnes, elles ne viennent pas ? Quelles sont les barrières symboliques qui font que je touche toujours les mêmes personnes ? Comment je peux faire pour que mes événements soient différents ? Et puis c'est vrai que depuis le moment où on commence à se poser ces questions, je pense qu'on ne peut plus faire que du strict événementiel. Bon alors voilà, le lundi j'ai ça, là je fais le truc avec les bébés, après c'est fini. Et puis je pense qu'il faut vraiment tenir compte de l'aspect extrêmement épuisant que ça peut être pour les bibliothèques, l'événementiel. C'est en dehors des heures. On sait que les bibliothécaires, avec les heures de travail, c'est pas, enfin, je veux dire, les heures d'ouverture, c'est pas facile. Alors là, à Genève, évidemment, c'est très différent des autres villes et des autres lieux en Suisse romande, parce qu'il y a une réflexion autour de cette ouverture du dimanche, etc. Donc il y a à Lausanne aussi. Mais a priori, c'est des lieux culturels qui ne sont pas du tout été pensés pour être ouverts en dehors des heures, quoi. Donc vous, quand vous bossez aux bibliothèques, c'était pas prévu, quoi. Alors peut-être que si vous commencez maintenant, puis que vous sortez d'apprentissage, vous dites c'est super de bosser le dimanche, mais a priori, c'était pas ce qui était convenu à la base. Donc ça coince, quoi. Et ça donne des gens en burn-out qui ont des milliers d'heures supplémentaires. Mais je m'éloigne un peu de la question. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il n'y a pas de médiation sans mise en projet. Je pense qu'on ne peut pas faire de médiation si on n'a pas une formation en gestion de projet. Ça peut être la collègue, ça peut être on se met ensemble, ça peut être la médiatrice, ça peut être quelqu'un qu'on engage, c'est égal. J'ai pas de solution, mais c'est pas possible. Et du coup, de l'événementiel sans cette réflexion-là sur la démocratisation de la culture ou que sais-je, franchement, ouais, c'est chouette, mais ça me paraît, on s'éloigne un peu du sujet. Parce que c'est vrai qu'une bibliothèque n'est pas un lieu culturel comme un autre. Il y a assez d'événements culturels, littéraires un peu partout en permanence. Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, enfin, à mon avis, que l'événement ou la médiation de manière générale est toujours en lien avec les collections. Enfin, c'est une manière de faire connaître en fait les collections du lieu. Alors, la place des collections, c'est un sujet en soi pour une journée, bien sûr. Je pense qu'ici, tout le monde est d'accord que l'idée d'aller vers une bibliothèque troisième lieu, ce n'est pas l'idée de vider la bibliothèque et d'en faire une coquille vide. Les collections ont leur place, mais je reviendrai sur ce que je disais, plutôt que de se dire il faut toujours qu'il y ait un lien avec le livre, ou il faut que le livre il soit présent, ou si on fait du tricot, ça ne va pas, parce qu'il n'y a pas de livre. Bon, en fait, je préfère imaginer que tout ce qui est de l'ordre du livre est... Enfin, le livre est le meilleur médiateur vers une ouverture vers toute culture, en fait. Toutes les productions culturelles, elles peuvent passer par le livre. On peut tout apprendre grâce au livre. Il y a des livres sur tout. Donc le support livre, il ne doit jamais être remis en question. Par contre, on peut aller très loin ensuite. Moi, je pense, et c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Marie Bonafé, que vous connaissez peut-être et qui est une des pionnières pour l'éveil au livre avec les bébés. Dans son livre « C'est bon pour les bébés », où elle parle de plein d'autres choses que des bébés d'ailleurs, elle dit « Le livre, c'est la porte ouverte vers les autres formes de culture ». Si le livre est un objet familier, si le livre est un compagnon, si on sait qu'on trouvera quelque chose dans un livre, c'est pour la vie. Et puis, on va peut-être pousser plus facilement la porte du musée, la porte du théâtre, etc. Donc du coup, c'est presque une fausse question. Les collections, elles ont toujours leur place. Mais peut-être qu'elles sont des fois pas bien rangées, comme d'habitude. Merci. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question ? Sinon, peut-être que tu peux passer à la présentation de l'atelier. On voit pas grand-chose, mais ça va.
Est-ce que ça vous va comme ça? Vous êtes toujours avec moi? Bon. Ok. Alors, quand Monsieur Weger avait pris contact avec moi, je lui avais proposé de parler un tout petit moment d'un de nos projets, d'une de nos expériences, un petit projet pilote, atelier de traduction poétique pour des personnes migrantes, qui a eu lieu en 2018, ça fait un petit moment déjà. Donc là, j'ai quand même besoin de 2-3 feuilles. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, en 2018, on a fait une programmation poésie et exil où on a donc posé cette question de base, quelle place pour les mots, pour la littérature, pour la poésie, quand on est en situation d'exil, quand on arrive dans un pays étranger et que l'on est dépossédé de sa propre langue. Donc, ça a sous-tendu notre programmation. Avec des artistes et d'ailleurs des projets participatifs que des artistes avaient fait avec des personnes migrantes. Mais quand même, on se disait que ça valait pas trop la peine de faire tout ça si on donnait pas la parole à des personnes qui étaient dans cette situation, qui avaient vécu ce déracinement. Et donc, je me suis dit que ce qui serait chouette, ce serait d'organiser des ateliers de traduction poétique. Le principe de base, c'était de proposer des poèmes en français qu'on allait traduire, enfin que les personnes présentes allaient traduire dans leur langue maternelle ou dans la langue de leur choix. Pour ça, j'ai proposé à Camille Lucher, qui est traductrice littéraire, de travailler avec moi. C'est quelqu'un avec qui je travaille souvent. Je vais revenir là-dessus, c'est pour dire comme les partenariats, c'est cool. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps, donc du coup, c'est une bonne partenaire dans ce cas-là. Et puis, j'ai proposé le projet, parce que pour moi, c'était évident que c'était un projet qui devait se passer dehors de la bibliothèque. J'ai proposé ce projet à l'association de quartier du Vallon. Je vous mets ça, c'est plus joli. Association de quartier du Vallon, c'est un quartier à Lausanne, qui est pas loin du tout de Bibliomédia, qui est très multiculturel et avec qui je travaille aussi depuis longtemps. Donc ça aussi, c'est un partenariat de plusieurs années. Et je sais que dans ce quartier, il y a des familles sans papier. Donc, je suis allée voir l'animatrice avec laquelle je travaille souvent, qui, elle, s'est chargée d'organiser la journée, de trouver le public, d'aller au collectif des sans-papiers vaudois, etc. et de faire ce travail-là de lien. Ces ateliers, comme on avait peu de temps et peu de ressources, c'est une petite expérience pilote et ça a eu lieu 2 samedis du mois de mars 2018. Donc toute la journée, dans les locaux de l'association du Vallon, qui sont des locaux communautaires, où du coup plusieurs associations circulent, avec un repas pris en commun. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on a choisi la poésie. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, on peut se dire, bon, mais la poésie, franchement, le truc hyper difficile à comprendre, la poésie c'est inaccessible, en plus dans une autre langue, c'est trop compliqué, la poésie c'est élitiste, la poésie c'est snob un peu quand même. Je le dis par provocation, mais franchement, dans les bibliothèques publiques, la poésie pour les adultes, c'est pas facile, hein. Il y a pas mal de réticences. Bon, la poésie, ça va quand on est tout petit. Là, ok, la poésie a vraiment sa place dans la bibliothèque. Après, ça devient plus compliqué. Mais en même temps, les bibliothèques publiques, elles sont pas tort. La poésie, des fois, c'est vraiment compliqué à lire. Ça demande un effort de lecture conséquent. Et puis, c'est vrai, la poésie elle-même, elle n'est pas élitiste, mais les gens qui la portent et qui la font circuler, parfois un petit peu quand même. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire ? Bon. Pour nous, la poésie, c'était quand même une forme d'expression universelle, partagée par toutes et tous, quelles que soient les origines et le temps. La poésie, c'est vrai que c'est pour les enfants dès qu'ils sont tout petits. C'est les rimes, les comptines, la musique des mots, qu'on soit dans une culture orale ou écrite. Donc au fond, la poésie, non. On s'est dit, c'est bien, c'est pour tout le monde. Et puis la poésie, elle est aussi émancipée des règles convenues du récit. La poésie, elle nous permet de dire le monde autrement, sans forcément respecter la grammaire. La poésie s'éloigne, se libère du correct et de l'incorrect. Et du coup, quand c'est dans une autre langue, pourquoi pas ? Peut-être que c'est plus simple, au contraire. Et puis on trouvait que c'était une bonne manière de nous relier les uns les unes aux autres dans ce cadre-là. Vous l'avez compris, on n'a pas proposé des cours de traduction,
mais bien une expérience d'échange autour de la poésie. Pourquoi la traduction ? Bon, comme je travaille depuis longtemps avec Camille Luchaire, j'ai été sensibilisée au fond au travail de la traduction littéraire, au travail de création, d'invention que ça peut créer, enfin ça peut revêtir. Et du coup, il y avait cette idée-là aussi, de se dire, on est libre. Peut-être que quand on traduit un poème, évidemment, on choisit pas la traduction littérale, mais on choisit un mot qui symbolise pour nous, dans notre langue, quelque chose de similaire, ou on choisit un mot pour sa sonorité. Et c'était du coup intéressant de travailler avec Camille. L'autre raison, et pour nous c'est sans doute la raison la plus importante, c'est qu'on voulait mettre en valeur et faire entendre les différentes langues des personnes présentes. Là, il y a une dimension quand même éthique qui, au fond, est la plus importante. Quand on arrive dans un pays, vous le savez, on parle d'intégration, ce mot n'est pas très joli, parce qu'au fond, il sous-entend qu'on doit parler la langue d'accueil au détriment de sa propre langue. Notre langue d'origine est souvent dévaluée et on en est dépossédé. Et voilà, si vous avez travaillé avec des familles migrantes, des mamans qui sont là avec leurs petits-enfants, moi je me souviens qu'on me disait « Excusez, mon petit garçon, il ne parle pas ». En fait, le petit garçon, il parlait extrêmement bien, sauf qu'il parlait que sa langue maternelle, pas encore le français. Donc il y avait vraiment quelque chose d'une grande violence ici. Et puis là, l'idée, c'était de dire non, mais il n'y a pas de hiérarchie entre les langues. Là, on aimerait bien le rappeler. Les langues ne se construisent que par emprunt successif. Et donc, c'était aussi de mettre ces langues-là en valeur, que nous, on ne connaissait pas du tout. Donc voilà pourquoi on a choisi la traduction. Pas de cours de traduction, mais une occasion de découverte mutuelle. Exactement. Là, il y a juste des images. C'est juste des images comme ça, quoi. Pour nous, ce qui était aussi important, et là peut-être on est dans une démarche de médiation, c'est que les personnes qui sont venues faire cet atelier, elles parlaient des langues que nous, on ne connaissait pas. Je vous dirai après toutes les langues qu'il y avait. Mais que ce soit l'arabe ou l'albanais, franchement, les personnes, elles allaient pouvoir traduire exactement comme elles voulaient. Nous, on allait se rendre compte de rien. On n'allait pas vérifier ce qu'elles avaient traduit. Elles allaient nous le dire et on s'est dit que cet atelier aurait dû s'appeler « On vous croit sur parole » parce qu'au fond, on ne sait pas. Mais en fait, ça a donné lieu à de très grandes discussions. C'est pas resté secret, ça a donné lieu à de très grandes discussions, surtout avec les adultes. Après, on a travaillé avec des enfants, donc c'était différent. Mais avec les adultes, en fait, on a eu des discussions sur les métaphores, sur la symbolique de certains mots, sur le fait que c'était en roumain, je crois, mais je me demande s'il n'y est pas... Ouais, Serul, c'est ça. Ça veut dire le ciel. Et donc, on a découvert, en travaillant avec la personne qui traduisait en roumain, que le ciel avait en roumain une très grande connotation religieuse. Donc, pour lui, le ciel, c'était les cieux, c'était le paradis, c'était ça. Et je lui disais, non, moi, quand je lis c'est un super poème de Karl Norak, Ça parle du ciel qui est tombé, je crois. Attendez, je vais vous le lire. Je l'ai là. J'ai tout fait tomber, mes trucs. Ça s'appelle Le ciel. Karl Norak, poète belge, notamment pour la jeunesse. Même le ciel tombe parfois. Il se prend les pieds bleus dans ses nuages. Puis il s'en va comme un ciel s'en va, en ramassant ses chaussures. Donc nous, on aimait bien ce poème-là. Et qu'on a choisi avec Camille. Donc, alors là, évidemment, il n'y a pas de connotation religieuse pour moi. Mais lui, il disait, mais si je mets le ciel, il va y avoir une dimension. Enfin voilà, on a eu des discussions comme ça. Et donc, ce qui était surtout important pour nous, c'était d'inverser la logique des experts et des expertes. C'est bien d'avoir des spécialistes, des fois on peut leur poser plein de questions, c'est bien des fois en tant que médiateur, médiatrice, de considérer qu'on n'est pas un spécialiste. Et là, c'était eux et elles, les spécialistes dans leur langue. Pour nous, c'était super d'ailleurs. Alors on a fait un corpus avec Camille, dont vous avez ici un exemple, c'est le seul qui me reste, et qu'on a offert aux participantes, dans lequel on a mis des poèmes qu'on a choisis. Donc j'ai parlé de Karl Norak, il y avait le poème Liberté de Paul Éluard, je vais en reparler. Et puis on a décidé aussi de choisir des poétesses romandes, notamment Anne Perrier,
et c'est elle qui est traduite ici. Je vous lirai peut-être le poème après, qui là est en portugais. Anne Perrier, parce qu'elle a une manière de dire avec une très grande économie de moyens, donc des mots très simples, des choses qui peuvent revêtir mille et un sens, donc on trouvait que c'était bien. José Flore Tapie, Claire Genoux, pourquoi ? Parce que ce sont des poétesses qu'à Lausanne on pourrait croiser et que ces personnes, au fond, pourraient tout à fait rencontrer, puisqu'on était à Lausanne. Par rapport au déroulement. Ah non, je vous lis vite le poème. C'était pas prévu, mais... Donc Anne Perrier, elle nous dit « Si je ne reviens pas, dites au merle que je me suis perdue, l'on ne sait où dans l'épaisse forêt de mes pensées, de mes désirs, qu'un infini soleil d'été consume. » Bon, c'est moins drôle comme poème, mais... Par rapport au déroulement de ces ateliers. Donc, je vous l'ai dit, c'était des ateliers, ça a duré que 2 jours, 2 samedis de suite. Ce qui a fait, à mon avis, la réussite de ces ateliers, il y a des choses qui n'ont pas réussi, ce n'est pas un projet forcément qui a tout bien réussi, mais le côté qui a réussi, c'est le fait qu'on a décidé de faire preuve d'une très grande flexibilité. Donc, on n'était pas chez nous, ni dans la bibliothèque, ni dans l'université où travaille Camille. On avait posé des horaires, mais on ne savait pas combien il y aurait de personnes, on ne savait pas quelle langue serait représentée. On a accepté que les gens arrivent en retard, que les gens partent plus tôt pour aller travailler, pour aller s'occuper de leurs enfants. On a accepté que les gens reviennent ou qu'ils ne reviennent pas. Et quand le 2e samedi, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'enfants roms parce que les parents étaient partis et que ce samedi-là du mois de mars, il neigeait, eh ben on a dit on va faire avec les enfants. C'était pas du tout un atelier qui était prévu pour les enfants. Donc on a un peu fait une espèce de, je sais pas, une pirouette pour essayer de l'adapter à ce public-là. On avait évidemment construit notre atelier avec un moment d'échange au début, un poème que tout le monde a traduit, c'était Le ciel, là justement, dont j'ai parlé. Je mets un petit bout de celui-là. Et puis après, chacune pouvait traduire son poème, nous le lire. Enfin voilà, on avait toute une structure qui a été plus ou moins respectée. Quand on était avec des enfants, là vous avez une image, on a commencé par écrire un grand poème. On avait des grandes feuilles comme un flip chart et puis des dictionnaires aussi, mais les gens ont beaucoup utilisé leur smartphone pour traduire, beaucoup plus que les dictionnaires papier, mais qui étaient bien quand même. On a proposé de faire un poème tous et toutes ensemble autour de la couleur jaune et chacun a écrit un vers dans sa langue en fait. Jaune comme, à quoi ça me fait penser le jaune. Bon voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore comme image ? Voilà, donc là on est justement du côté de la 2e journée avec les enfants. On a un petit bout de poème en arabe. Et là... toujours Paul Éluard, en tigrinien. Alors, on a eu en réalité 17 personnes en tout qui sont venues sur les 2 jours. Donc, quelques personnes sont revenues, mais d'autres pas. Et les langues représentées, c'était espagnol, tigrinien, portugais, albanais, romani, donc la langue des Roms, roumain, polonais, arabe, russe, italien. Sans compter français, anglais, allemand, qui ont été un petit peu utilisés durant les journées. Ce qui nous a beaucoup impressionné avec Camille, c'est la manière dont certaines personnes pouvaient jongler à l'oral avec beaucoup de langues. Moi, ça m'impressionne toujours beaucoup parce que je ne sais pas du tout faire ça. Mais c'était des langues qui, à l'écrit, n'étaient pas du tout maîtrisées. Alors que pour certaines personnes, par exemple la personne qui a écrit en portugais, c'était une personne qui avait énormément étudié en portugais et du coup qui avait un lien à la langue tout à fait différent. Pour nous, c'était évident que cette expérience devait avoir lieu hors les murs, comme je vous l'ai dit. C'est sûr que après on peut se demander, mais au fond ces personnes, qu'est-ce qu'il leur reste ? Est-ce qu'elles vont revenir ? Est-ce qu'elles vont aller en bibliothèque ? Comme on n'est pas une bibliothèque publique, on ne pouvait pas tenter de créer ce pont, mais je pense que ça aurait pu être fait, bien sûr, un atelier hors les murs donné par une bibliothèque publique,
comme ça, qui peu à peu amenait les gens vers la bibliothèque. Mais malgré tout, 2 participants éthiopiens sont venus en fait à la programmation Poésie Exil qui avait lieu entre deux. C'était pas évident, je pense, pour eux parce que tout était en français, mais ils sont venus jusqu'à nous quand même. Je terminerai avec ça. La valeur de la traduction. Alors moi j'ai donné une vision de la traduction assez poétique, comme ça, la création, c'est super, ça lie les peuples, etc. Évidemment, quand on est confronté à la traduction dans une situation d'exil, c'est pas tout à fait pareil, et cet atelier nous a aussi rappelé ça. Un interprète communautaire qui a participé aux 2 journées, c'était super, qui a traduit du coup en plein de langues. Lui, il n'arrêtait pas, et pourtant c'est lui qui nous a dit ces trucs du ciel. Hein. Donc il était vraiment dans une réflexion poétique aussi, mais il n'arrêtait pas de nous demander de quoi tu as besoin encore. Est-ce que tu as besoin d'encore d'une traduction ? Et c'est pas le seul qui était dans cette logique-là. Est-ce que tu as besoin que je te traduise ça ? Et pour nous, au bout d'un moment, on a compris à quel point traduire, en fait, dans une situation comme celle-ci, c'était plutôt quelque chose de douloureux, quelque chose de l'ordre de l'urgence. Traduire pour se faire comprendre, pour comprendre ce qu'on nous dit dans une démarche administrative, médicale, pour trouver dans un lieu dans une ville, etc., etc. Et c'était une manière aussi pour nous de nous rappeler de ça. Ce que la traduction pouvait être dans une réalité migratoire souvent très douloureuse. Et puis je terminerai... Est-ce qu'il est là ? Il est là. Je terminerai sur une petite anecdote encore. Il y a un garçon rome d'une 12aine d'années qui était là les 2 fois, et la première fois, il n'était pas vraiment intéressé par l'atelier, il a plutôt chahuté autour de nous. Et puis... à la fin de la première journée, en fait, je pense, il y a une adulte, elle-même traductrice, qui était là dans le cadre de son association, qui a commencé à traduire quelques vers de Paul Éluard avec lui en romani. Donc cette langue des Roms, qui n'a pas de grammaire fixe, qui est, je pense, assez complexe pour nous à appréhender, mais qui est parlée quand même, apparemment, par 3 millions de personnes dans le monde. Donc avec lui, elle a commencé à traduire Paul Éluard Liberté en romani. Et au bout de la journée, c'est donc son écriture à elle, d'adulte, que l'on voit ici. Et à la fin, ce garçon est sorti de l'atelier, comme ça, il est sorti dans la neige et il a dit « Ah, mais c'est génial cet atelier !» Et il a déclamé ces vers de Paul Éluard en romani, ce qui nous a quand même pas mal touchés, sachant qu'on leur avait quand même raconté l'histoire de ce poème que vous connaissez peut-être ou sûrement. Ce poème « Liberté », il a été imprimé sur des feuilles volantes et il a été parachuté en 1942 par des avions britanniques sur le sol français, ce qui est quand même, au niveau du symbole, assez important. Ce qu'il faut dire aussi, et là c'est moins positif, c'est qu'il y avait tout un travail de mise en valeur qui avait été imaginé par un théâtre du quartier et une autre association pour que ces poèmes soient mis, les traductions soient mises sur scène avec des comédiens, etc. On avait imaginé des choses. Malheureusement, faute de temps, faute de moyens, ça n'a pas eu lieu. Ça, c'était un projet qui n'appartenait plus à Bibliomédia. Moi, de mon côté, j'ai voulu créer une capsule sonore, une petite exposition sonore, parce que certains poèmes ont été enregistrés. Je suis anti-Grigna, si on ne l'entend pas, pour nous, c'est... Voilà, à moins de pouvoir le lire. Et là aussi, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu les moyens. Voilà, donc ça s'arrête là, quoi. Mais je pense que ce qui est intéressant dans ce projet, c'est la qualité des échanges, l'intérêt des participants, des participantes. Ça nous a montré, au fond, la pertinence d'une expérience comme celle-ci. Et à notre avis, dans le contexte migratoire actuel, des actions culturelles qui allient création, mise en valeur des langues, apprentissage, découverte des langues d'accueil, dans un cadre convivial comme celui-ci, parce qu'on a eu beaucoup de chance, on était comme à la maison, on a mangé ensemble, etc. Je pense que ça, c'est d'une importance capitale. Et puis, vous voyez, ça n'a pas demandé... Enfin, au niveau des budgets, vous pensez bien, c'est pas grand-chose, en fait. Et à mon avis, les bibliothèques publiques ont ici un rôle à jouer en partenariat toujours avec d'autres structures. Je crois que c'est fini. Ouais, c'est fini. Agir un petit peu.
Est-ce que quelqu'un aimerait réagir ou questionner Céline Cerny à propos de cette dernière expérience? Il est 10 heures. On a rattrapé notre temps. Et juste, moi j'ai juste une petite question, après on va passer, c'est vrai qu'on va prendre du retard, mais quels ont été les retours de la part des participants? Alors justement, comme le projet, la mise en valeur auquel ils devaient participer n'a pas eu lieu, ça a été assez difficile d'avoir des retours des participants. Donc on a eu des retours plus spontanés des enfants, c'est un peu plus facile, où certains étaient, tous et toutes étaient contents d'avoir participé. Mais une petite fille, par exemple, était un petit peu angoissée par le fait qu'il y ait autant de langues et qu'il faille jongler de l'une à l'autre. Voilà, il y a eu des moments qui étaient plus difficiles. Pour les adultes, j'ai pas vraiment de retour vraiment à pouvoir vous livrer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des demandes pour que ça continue. Enfin, il y a des gens qui étaient sûrs que ça allait être régulier, et puis malheureusement, ça pouvait pas être le cas. Donc, pour moi, ça, c'était bien. Bon, merci beaucoup Céline Cerny.